Depuis le Boxing Day 2020, Arsenal va beaucoup mieux, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats, si on exclut le dernier match contre Aston Villa. Ils sont passés d'une potentielle lutte pour le maintien au milieu du mois de décembre dernier à une lutte plus habituelle pour les places européennes. Alors, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les hommes forts d'Arsenal? Quel mercato ont fait les Gunners? Et surtout, jusqu'où peuvent-ils aller? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve comme vous l'avez compris pour parler d'Arsenal, qui est dans un exercice doublement difficile pour moi. Premièrement parce que Arsenal vient de perdre ses 2 derniers matchs, alors contre Wolverhampton le scénario était un scénario à la Arsenal complètement fou, mais aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, Arsenal a perdu 1-0 contre Aston Villa dans un scénario malheureusement qu'on connaît un peu trop bien pour les Gunners, avec un match un petit peu stérile dans la finition. Et c'est doublement difficile parce que c'est mon club de cœur, en tout cas un de mes 2 clubs de cœur, et donc c'est toujours plus difficile de rester objectif quand on parle d'un des clubs qu'on supporte, donc je vais essayer de faire au mieux. Mais pour le coup, je ne suis pas tout seul dans cette vidéo puisque j'ai eu la chance d'interviewer Arsenal French Club, qui est un groupe de supporters assez actifs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par des vidéos, des articles sur leur site. Je vais tout vous mettre en description. Je tiens vraiment à les remercier pour le temps qu'ils m'ont accordé pour cette interview qui a été vraiment très riche en informations. Voilà, vous l'aurez dans quelques minutes. Pour l'instant, on va parler un petit peu factuel, notamment des résultats d'Arsenal depuis le Boxing Day donc, et le match contre Chelsea. Au niveau des résultats, la différence est assez impressionnante. Avant le Boxing Day et ce match contre Chelsea, Arsenal restait sur 7 matchs sans victoire. Derrière, ils ont enchaîné en 7 rencontres par 5 victoires et 2 matchs nuls, notamment des victoires contre donc Chelsea et Southampton, un match nul contre Manchester United. Ils ont pris 17 points sur 21 possibles, soit plus de points que ce qu'ils avaient pris en 14 journées auparavant, puisqu'ils avaient marqué 14 points en 14 journées. Alors certes, il y a 2 accros depuis ce match contre Wolverhampton complètement incompréhensible, que les Gunners maîtrisaient complètement en première mi-temps jusqu'à ce carton rouge un peu lunaire de David Luiz, et puis cette contre-performance aujourd'hui contre Aston Villa. Voilà, ils prennent un but assez rapidement et ensuite domination un peu stérile, beaucoup d'occasions créées mais manque d'efficacité devant le but. Donc on espère que c'est passager et que la réaction arrivera très vite pour les Gunners, qui étaient jusqu'à ce match contre Wolverhampton sur une très belle série. Ils sont passés d'une lutte pour le maintien à un rapprochement assez intéressant de la 6ème place qualificative pour l'Europa League. Ce qui a fait la force d'Arsenal depuis un peu plus de 6 semaines maintenant, c'est ce 4-2-3-1 avec plus d'efforts, plus d'intensité, de pressing et donc de récupération de balles et de projection très rapide sur l'avant. Il y a pas mal d'indicateurs statistiques qui le montrent. Par exemple, on a la distance parcourue par match qui a monté de presque 2 km en moyenne. On a plus de sprints à haute intensité, des duels gagnés qui sont passés par exemple de 43 à plus de 46, plus de récupération de balles, presque 10 de plus en moyenne par match, sachant que cette étude, elle se base jusqu'au match de Manchester United, donc c'est un petit peu bougé encore depuis. Arsenal, globalement, c'est une équipe qui se crée plus d'occasions maintenant et qui en concède beaucoup moins, donc forcément, les résultats vont mieux avec ça. Ça y est, j'en ai fini avec ma partie, j'ai essayé d'être assez synthétique pour vous laisser pas mal de temps avec donc Arsenal French Club que j'ai pu interviewer cette semaine pour parler des Gunners. On a notamment parlé des hommes forts d'Arsenal et du mercato, que ce soit du côté des partants définitivement ou en prêt, ou des nouvelles arrivées, notamment Odegaard ou Ryan. On s'est également un petit peu projeté sur l'avenir. Donc je tiens encore à les remercier, ils m'ont accordé beaucoup de temps, ils ont vraiment fait le taf. Moi je vais vous mettre en description à tout leur contenu. Ils ont un site internet, une chaîne YouTube et ils sont très actifs sur Twitter. Voilà, je vous laisse avec eux et on se revoit en fin de vidéo. Les hommes en forme, oui, c'est Emile Smith-Rowe, forcément. Il a ébloui la Première Ligue sur ses premiers matchs. Il a 3 passes décisives et un but, toutes compétitions confondues, depuis qu'il est arrivé dans l'équipe. Mais c'est surtout, il joue simple, il joue entre les lignes. C'est son positionnement qui fait que c'est un homme fort. Et ça, c'est pas forcément très flashy, mais c'est très efficace. Et c'est ce qu'on attend d'un numéro 10, de faire ce lien entre le double pivot au milieu et les ailiers voir l'attaquant. Et ça, il le fait très bien. En plus, il a des très bons runs, un gros volume de jeu. Il a des très bons runs derrière la défense, où il continue ses actions, il continue ses runs pour des 1-2, des combinaisons avec les attaquants. L'autre il y a plusieurs hommes en forme, mais l'autre homme en forme, c'est Alexandre Lacazette, qui n'arrête pas d'enchaîner les buts, que ce soit sur penalty ou dans le jeu. Ça faisait très longtemps, je l'ai dit, ça doit être l'un de ses meilleurs débuts de saison à Arsenal. Alexandre Lacazette, il est
presque indispensable maintenant dans ce rôle de numéro 9 où il a un très gros physique. Il est capable de tenir le ballon, il est capable de planter, d'être beaucoup plus efficace, puisqu'il maintenant il a les chances de le faire, de pouvoir planter ses buts, alors qu'avant il était beaucoup plus dans le combat physique et il avait moins de lucidité devant le but. Aujourd'hui, il est plus devant le but et il a plus de lucidité justement pour finir les actions, puisque le travail est effectué derrière lui. Mais l'autre homme fort qui là est blessé, qui devrait revenir d'ici très prochainement, on l'espère, c'est Kieran Tierney, repositionné donc à son vrai poste de latéral gauche. Incroyable, enfin, Kieran Tierney, si on demande à tous les fans d'Arsenal, Kieran Tierney, c'est le futur capitaine de l'équipe. Il a une activité incessante sur le côté gauche, il se donne à fond, voire pas à 100%, il se donne à 300%, 500%, enfin peu importe. En plus, il est capable de mettre des buts enroulés pied droit, dont on ne sait pas d'où ça sort. Ouais, Kieran Tierney est incroyable et il a une qualité de centre. Il a une qualité de vision de jeu sur ses centres où il trouve toujours le bon espace, la bonne personne. Il est également associé au replacement de Bukayo Saka à droite. La saison dernière, il était utilisé comme piston gauche, voire au milieu de terrain, voire sur le côté gauche en tant qu'ailier gauche. Là, Mikel Arteta fait le choix de le replacer en tant que milieu droit, enfin en tant qu'ailier droit. Et on voit qu'il peut utiliser les deux pieds, il peut déborder, il peut revenir à l'intérieur, il fait des appels en profondeur. Enfin, Bukayo Saka, vraiment incroyable. Il y a eu un grand ménage à Arsenal cet hiver et c'était un message envoyé par Mikel Arteta de se débarrasser, on va dire, des poids morts, des deadwood, comme on le dit en anglais pour dire poids mort, pour dire le bois mort, quoi. C'était nécessaire de prendre ces décisions radicales et de se séparer de ces joueurs. Parce qu'en fait, Arsenal n'avançait plus et avait une trop grosse masse salariale au club. J'en profite pour dire qu'on a fait une émission, nous, Arsenal French Club, une émission spéciale pour débriefer ce mercato hivernal, puisque ça voulait dire beaucoup de choses, d'avoir ces résiliations de contrats. Arteta va peut-être avoir plus de possibilités de mieux faire passer son message auprès de ses joueurs, de mieux faire passer sa tactique. Il semblerait, il a un petit sourire en conférence de presse quand on lui a posé la question de savoir si la taupe était partie avec les départs là, de ce mercato. Donc on suppose que cette taupe est partie avec ses départs. Mais donc voilà, le vestiaire était plombé par une ambiance presque catastrophique, voire délétère, avec notamment Mesut Özil qui était le joueur avec le plus gros salaire du club. Et puis Mesut Özil, c'est Mesut Özil quand même, il y a un passé, le joueur est champion du monde et le roi de l'assist. On a là aussi fait une émission sur lui. Donc voilà, on voit qu'il y a un message envoyé et que petit à petit, le club prend les bonnes décisions pour aller dans le droit chemin et pour redevenir compétitif. Et ce mercato hivernal, c'est un peu l'exemple parfait de ce message envoyé. Kolasinac, il y a très peu de chances qu'il revienne à Arsenal, qu'il rejoue sous le maillot des Gunners. Il y a très peu de chances, puisque ça fait partie de cette stratégie de dégraisser l'effectif. Et Kolasinac, c'est un gros salaire. Et puis à son poste, on a Kieran Tierney maintenant. Kolasinac, je ne pense pas qu'il rejouera sous le maillot des Gunners. Autre cas intéressant, c'est Ainsley Maitland-Niles, donc qui est international anglais, qui est très jeune, qui est très polyvalent, qui peut jouer latéral gauche, qui peut jouer latéral droit, qui peut jouer au milieu, qui peut jouer piston droit, piston gauche. Et c'est cette polyvalence au final. Lui, on sait qu'Arsenal, il veut jouer au milieu de terrain. Du côté des fans d'Arsenal, de mon côté, donc de notre côté, on espère vraiment revoir Ainsley Maitland-Niles, Aymen comme on l'appelle, revenir dans l'équipe et rejouer avec l'équipe, puisqu'on sait tous qu'il a un gros potentiel. Et puis en plus, c'est un jeune qui a été formé au club, donc on a vraiment envie de le revoir. Joe Willock en prêt à Newcastle, c'est peut-être une bonne chose pour lui pour qu'il prenne du temps de jeu. En revanche, je suis moins sûr qu'il revienne pour jouer dans l'équipe, à voir s'il explose à Newcastle et qu'il revient dans l'équipe pour jouer sa place. Pour William Saliba, donc là aussi c'était une grosse, comment dire, un thème récurrent, un sujet récurrent chez les Gunners depuis qu'il est arrivé. Donc on l'a signé à Saint-Etienne l'année dernière, il est arrivé cet été au club pour au final ne pas jouer, pour au final avoir un petit souci personnel. C'était un autre dossier qu'il fallait gérer. On a préféré l'envoyer à Nice, dans un championnat qu'il connaît bien, donc la Ligue 1, où il joue directement, là il enchaîne les matchs, donc ça c'est bien. Sauf que c'est pas la première ligue, il va pas s'adapter au championnat anglais qui est quand même beaucoup plus physique, et pour un défenseur aussi jeune, c'est bien d'avoir de l'expérience en première ligue, donc ça c'est dommage. Le fait qu'il joue, c'est très très bien, et lui,
pour le coup, Arteta l'a dit, c'est un pari sur l'avenir. Donc voilà, on espère vraiment qu'il reviendra. Et s'il part, au cas où William Saliba parte dans un autre club, on ne comprendrait pas l'investissement de 30 millions sur un jeune Français aussi prometteur que lui à un poste où c'est compliqué d'avoir des très bons joueurs. Donc voilà, on ne comprendrait pas s'il part et on espère qu'il intégrera le 11 titulaire d'Arteta la saison prochaine. Sur les recrues, donc pour Martin Odegaard, donc il arrive en prêt du Real Madrid pour 6 mois, il n'y a pas d'option d'achat. Selon ce qui est sorti dans la presse, il y aurait des discussions à la fin de la saison pour savoir ce que les deux clubs veulent. Nous, on est côté Arsenal, c'est plutôt un cas intéressant, puisque c'est un jeune talentueux, un jeune numéro 10 talentueux, jeune pied gauche, norvégien, 22 ans. On espère qu'il y aura la possibilité de le garder à la fin de la saison, en tout cas s'il a des bonnes performances chez nous. Et puis c'est un bon complément avec l'éclosion d'Emile Smith-Rowe. Ça va lui faire une concurrence saine à ce poste de numéro 10, sachant qu'Odegaard peut aussi jouer sur un côté. Mais voilà, il y a une concurrence saine qui va s'installer entre les deux et on espère que les deux vont se développer en même temps. On verra, il n'a pas encore trop joué, donc on ne peut pas trop se prononcer sur son niveau en première ligue. En tout cas, on espère beaucoup de lui et on espère qu'il amène cette créativité qu'Emile Smith-Rowe incarne depuis son intégration dans l'équipe. Pour Matt Ryan, le gardien arrivant près de Brighton, là aussi, il n'y a pas d'option d'achat. Je pense qu'on va voir aussi, il arrive en fin de contrat en juin du côté de Brighton. Donc là aussi, je pense qu'il y aura des discussions à la fin de la saison pour pourquoi pas le garder en tant que numéro 2 derrière Bernd Leno. Mais donc Matt Ryan, c'est un très très bon recrutement. Il est expérimenté en première ligue, il a beaucoup joué avec Brighton, il était titulaire indiscutable jusqu'à la mi-décembre. Où c'est là où il a été mis sur le banc parce que c'est un choix de Graham Potters. Donc voilà, c'était une doublure nécessaire à Bernd Leno. C'est un international australien qui a beaucoup d'expérience, qui connaît l'APL, la première ligue, donc il n'y a aucun souci. Tout le monde est unanime pour dire que c'est une très très bonne recrue. Alors le top 6, pourquoi pas. Le top 4, ça paraît très très compliqué. Pour ce qui est des effets, des objectifs, je pense qu'il y aura les places européennes forcément à la fin de la saison si on peut les accrocher, au moins pour l'Europa League. Et puis l'objectif principal de cette saison, c'est l'Europa League justement. Pourquoi pas, l'objectif c'est de la gagner. De toute façon, on n'a plus que ça à jouer, on n'est plus dans les coupes nationales. Donc voilà, l'objectif c'est l'Europa League. Ça y est, j'en ai fini donc avec cette interview d'Arsenal French Club et globalement de cette vidéo. Encore merci à eux de m'avoir accordé leur temps précieux. On a essayé d'aborder un certain nombre de sujets, j'ai dû couper pas mal de choses puisque sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. On aurait pu parler vraiment de plein de choses, que ce soit encore au niveau des joueurs, sur le double pivot Partey Xhaka, sur la défense aussi qui est devenue quand même bien plus solide, sur l'éclosion de Cédric Suarez. On aurait aussi pu parler un peu plus tactique, notamment les autres options qu'a Arteta à ce jour, les joueurs qui déçoivent encore, son management à Arteta notamment en plein match. Mais voilà, on n'avait pas forcément le temps, ce sera l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. J'espère que ce format un petit peu différent vous aura plu. Moi j'ai vraiment apprécié parler d'une équipe que je connais un peu mieux que les autres en général et pouvoir échanger avec des supporters, c'est vraiment top. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Le mieux que vous puissiez faire ensuite, c'est vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous voulez en voir un peu plus. Moi, je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde.